Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Miguel Dos Santos, délégué régional et référent IARD au sein de Corom. J'interviens sur le poste de délégué régional sur la région Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, et sur la partie référent IARD, je suis amené à intervenir sur le territoire national. Donc, bienvenue à cette webconférence, certes un peu particulière compte tenu de la période que nous traversons. Nous allons évoquer aujourd'hui un certain nombre de choses, notamment la responsabilité des structures, mais également des dirigeants eux-mêmes face aux différentes mises en cause qu'ils pourraient être amenés à subir. Vous l'avez vu, nous l'avons tous vu dans les médias, un certain nombre de plaintes ont déjà été déposées contre le gouvernement, approximativement 84 aujourd'hui enregistrées. Et notre crainte aujourd'hui, c'est que clairement le risque, c'est qu'il y ait une déclinaison en cascade et une redescente de ces plaintes au niveau des structures. Donc une fois, je dirais, ce constat fait, eh bien, nous allons ensemble, pendant ce webinaire, évoquer les impacts que cela pourrait avoir pour les structures de l'ESS et leurs dirigeants, et en vous donnant quelques points clés à vérifier sur vos contrats d'assurance, afin d'être sûr que vous avez aujourd'hui la couverture adaptée en cas d'éventuelle mise en cause. Pendant ce webinaire, vous aurez un encadré à droite de votre écran qui vous permettra également de poser toutes vos questions auxquelles nous répondrons en fin de séance. Nous garderons un temps spécifique pour répondre aux questions de manière à ce que tout le monde ait les réponses attendues. Et pour cette webconférence, je suis accompagné de deux collègues, Jean-Yves Delechenot, qui est responsable mission assurance au sein de la SMACL. Jean-Yves est basé à Niort, et Pascal Gour, donc délégué territorial au sein de Corom, qui lui est basé à Lyon et intervient, Pascal, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Nous allons commencer donc pour débuter ce webinaire par vous présenter très brièvement le groupe Vive, afin tout simplement que vous sachiez qui nous sommes et sur quel thème nous intervenons. Donc le groupe Vive aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, c'est un peu plus de 500 agences et points d'accueil pour l'ensemble de nos adhérents et des salariés. Ça représente globalement un peu plus de 40 000 salariés et en termes de couverture, un peu plus de 10 millions de personnes protégées. Au niveau de Corom, donc Corom, très rapidement, c'est un peu plus de 24 000 structures adhérentes, tous secteurs confondus, bien entendu spécifiques ESS, un peu plus de 700 000 personnes protégées, et en termes de collaborateurs, nous sommes approximativement 250 collaborateurs. Les champs d'action sont divers. Aujourd'hui, Corom intervient sur la partie mutuelle santé, sur la partie prévoyance, bien sûr, sur la partie risque et prévention des risques professionnels, notamment la qualité de vie au travail, le DURP que nous aborderons tout au long de ce webinaire. Bien entendu, également la retraite avec les indemnités de fin de carrière et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, l'assurance de biens, donc avec le partenariat SMACL. Voilà pour ma partie. Je vais laisser du coup Jean-Yves nous présenter brièvement la SMACL et puis nous démarrons tout de suite après dans le vif du sujet. Alors, bonjour à tous, Jean-Yves Delechenot, donc je suis responsable mission à la SMACL, mon rôle consistant principalement à animer des colloques, des réunions d'information ou des séminaires sur les thèmes de la responsabilité, que ce soit auprès des collectivités mais aussi des associations. Alors, quelques mots sur la SMACL. La SMACL est une mutuelle, c'est une mutuelle qui a intégré le groupe Vive à compter du 1er janvier 2019. Cette mutuelle est spécialisée dans tout ce qui est assurance des collectivités locales, mais aussi des associations et des structures ESS. Nous sommes plus particulièrement axés sur tout ce qui est produits d'assurance IARD, que ce soit l'habitation, l'automobile, la responsabilité protection juridique ou encore l'individuel accident corporel, comme vient de le préciser Miguel. Donc, nous travaillons bien évidemment en collaboration avec Corom pour faire proposer une offre d'assurance la plus complète possible. Voilà en quelques mots, effectivement, la présentation de la SMACL. J'ajouterai juste une chose, nous sommes
nous avons la triple certification, qualité de service, respect de l'environnement et santé et sécurité au travail, comme vous pouvez le voir sur le slide. Très bien, merci Jean-Yves. Je disais donc qu'on va passer au cœur du métier, effectivement, et notamment, voilà, les présentations étant faites, je vous propose de passer au cœur du sujet, à savoir Covid-19, quels impacts pour les établissements et leurs dirigeants, avec une première question finalement, Jean-Yves, quels sont les risques pour les établissements et leurs dirigeants? Alors, bien évidemment, tu l'as évoqué en introduction, hein, les risques, bien évidemment, sont des risques de contamination. Alors, ça peut être un risque de contamination d'un résident, on va dire de façon plus générale d'une personne qui bénéficie de la prestation. Ça peut être aussi, on en entend pas mal parler actuellement, la contamination d'un salarié qui serait resté pour mener sur site son travail. Et puis, ça peut être également la contamination on va dire, d'une personne tiers, hein, que ce soit un visiteur comme je l'ai mis en l'espèce, mais ça pourrait être aussi, pourquoi pas, on pourrait l'imaginer, un prestataire avant le confinement. Alors, quand on parle de responsabilité, hein, il faut bien avoir en vue que cela consiste à deux types de responsabilités. D'abord, la responsabilité pénale, hein, où l'objectif ici, ça va être de constater qu'il y a eu une infraction et que cette infraction doit donner lieu à une condamnation pénale, une amende, une condamnation d'emprisonnement ferme ou avec sursis. Donc on le voit, l'objectif ici principal pour la structure ou le dirigeant, ça sera d'assurer sa défense et nous, assureurs, nous serons là pour accompagner la structure et ses dirigeants pour justement assurer leur défense, mais aussi gérer cette situation de crise, parce qu'on le sait, hein, on le voit bien aujourd'hui, toutes ces situations sont de plus en plus médiatisées et il peut y avoir là encore une situation de crise à gérer. L'assureur peut avoir un rôle sur ce domaine. Et puis, quand on parle de responsabilité, c'est bien évidemment la responsabilité civile, où là l'objectif ce n'est plus de sanctionner un comportement par une amende, mais de condamner la structure ou le dirigeant à verser une indemnité qui correspondra à la réparation du préjudice subi par une victime, soit suite à la perte d'un proche ou suite à des séquelles, par exemple, qui auraient été provoquées par la contamination. Alors, bien évidemment, dans ce genre face à ce type de risque, il est important hein, de se protéger, que ce soit encore une fois pour toute procédure pénale, mais aussi pour couvrir tout risque indemnitaire en cas de condamnation de la part des tribunaux. Eh bien, du coup, Jean-Yves, on a évoqué pardon, la responsabilité pénale et la responsabilité civile. Concernant la responsabilité pénale, peux-tu nous dire en quelques mots quels sont les risques finalement qui pourraient eh bien, engendrer et mettre en œuvre cette responsabilité pénale? Alors, en ce qui concerne les risques de responsabilité pénale, ce qu'il faut bien voir, c'est que nous sommes sur ce qu'on appelle des infractions involontaires, hein, des délits non intentionnels. Donc, ces infractions sont, le cadre, si vous voulez, est fixé par l'article 121.3 du Code pénal, qui fixe notamment la nécessité de démontrer une faute. Alors, on le verra hein, au travers de cette présentation, ça peut être une négligence, ça peut être une faute plus grave, on appelle ça une faute caractérisée ou une faute ou une violation délibérée à une obligation de sécurité. Mais voilà, la gravité de la faute sera fonction non seulement de la personne poursuivie, personne morale ou personne physique, mais aussi selon que la personne est auteur direct ou indirect, notamment pour les personnes physiques. Alors, on le voit, il y a nécessité de démontrer une faute. Trois types trois infractions, on va dire, principalement concernant le risque de poursuite en cas de contamination. Les premières infractions sont les infractions d'atteinte à l'intégrité physique, homicide involontaire, blessures involontaires entraînant une incapacité de travail inférieure ou supérieure à 3 mois. Et puis, la troisième infraction, c'est la mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Alors, je vais faire deux remarques par rapport à ces infractions. Juste une petite précision.
on est dans une échelle, en ce qui concerne les condamnations, on est dans une échelle, on va dire, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et une peine d'amende pour les personnes physiques jusqu'à 75 000 euros. En ce qui concerne les personnes morales, on parle bien évidemment d'amende. Et là, en l'espèce, cette amende correspond à 5 fois l'amende qui est prévue pour la personne physique. Deux remarques importantes à ce stade de la présentation en ce qui concerne ces différentes infractions. Première chose, en ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité, que ce soit la responsabilité pénale ou la responsabilité civile, pour démontrer qu'il y a responsabilité pénale, il faudra non seulement prouver qu'on a été contaminé, non seulement prouver qu'on a subi un dommage, mais il faudra surtout prouver que cette contamination a été provoquée du fait de l'activité de la structure et encore plus du fait d'une faute commise par la structure ou ses dirigeants. Donc, on le voit bien à ce stade, cette première condition peut parfois poser difficulté, notamment lorsque la personne qui aura été contaminée aura été préalablement en contact avec d'autres personnes extérieures à la structure. Donc, ça peut, là encore, poser une difficulté sur l'établissement de ce lien de causalité. Deuxième remarque importante en matière de mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Il faut savoir que, en ce qui concerne cette troisième infraction, pour que celle-ci soit retenue, il faudra justifier d'un risque immédiat de mort ou de mutilation. Or là encore, la direction des affaires criminelles et des grâces, qui fait partie du ministère de la Justice, semble considérer que ce critère de l'immédiateté pourrait faire défaut dans la mesure où la particularité de ce virus, et notamment le temps d'incubation, pourrait justement poser difficulté à l'établissement de ce critère. Donc on le voit d'entrée, même si on a un certain nombre d'infractions, il y a des conditions et ces conditions ne seront pas toujours faciles à établir dans le cadre de l'enquête pénale. Très bien. Du coup, la prochaine question, effectivement, qui s'affiche, c'est qui supporte ces risques au niveau de la responsabilité pénale et quelles en sont les conditions? Alors, la première personne qui supporte le risque pénal, c'est la structure. L'article 121.2 du Code pénal prévoit expressément la possibilité de rechercher la responsabilité pénale d'une personne morale, que ce soit un établissement public ou une structure de droit privé. La seule personne qui ne peut pas être poursuivie pénalement, c'est l'État. En matière de mise en jeu de la responsabilité pénale d'une structure, il faudra démontrer, comme je le disais tout à l'heure, une faute. Alors ici, ce sera une faute simple, donc une faute d'imprudence, une négligence, une maladresse de la part de ces organes délibérants ou représentants. Comprenez par là, bien évidemment, les dirigeants de droit, présidents, directeurs généraux, conseil d'administration, mais aussi conseil de surveillance, mais aussi les dirigeants de fait et toute personne qui aurait pu avoir une délégation de pouvoir dans ce domaine. Donc, important, bien évidemment, de protéger la structure contre ce risque, sachant que, comme je le disais tout à l'heure, le risque à ce niveau, c'est avant tout un risque d'amende. Alors, je vais vous donner un exemple de condamnation d'un établissement qui a été jugé récemment par la Cour de cassation. Une personne qui avait été accueillie dans un centre hospitalier et qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Cette personne devait subir des examens et elle a donc été accueillie auprès du centre hospitalier, lequel était en travaux. Et donc cette personne a fugué de sa chambre, a réussi à ouvrir la porte de secours et s'est retrouvée finalement sur le chantier et malheureusement est décédée. L'enquête pénale a révélé par la suite que finalement la porte qui aurait dû être condamnée de l'intérieur de l'hôpital ne l'avait pas. Le système de fermeture avait été inversé de sorte que la personne avait pu accéder sur le chantier et n'avait pu en ressortir. La Cour de cassation a considéré que, en l'espèce, le directeur du centre hospitalier, qui forcément avait
un œil sur ces travaux et qui suivait ces travaux aurait dû vérifier que cette porte était bien condamnée, c'était la moindre des choses, et donc selon la Cour de cassation, cette négligence a entraîné la condamnation pénale du centre hospitalier à une amende de 30 000 euros, dont 20 000 avec sursis. Voilà, pour vous situer un petit peu le type de situation et le type de faute qui peut engendrer derrière une mise en jeu de la responsabilité pénale d'une personne morale. Alors, deuxième personne, deuxième catégorie de personnes qui supportent le risque de responsabilité pénale, c'est bien évidemment les dirigeants. Alors, il faut savoir que dans cette situation, c'est l'article 121.3 du Code pénal qui réglemente cette possibilité de mise en jeu de la responsabilité pénale des dirigeants, deux hypothèses. Deux hypothèses selon que ce dirigeant est à l'origine directe ou à l'origine indirecte du dommage. Alors, en ce qui concerne l'origine directe, alors la situation est moins probable, mais on peut imaginer par exemple l'hypothèse d'un dirigeant qui n'aurait pas respecté les règles de gestes barrières et qui finalement aurait provoqué la contamination. Ici, on retombe dans le régime de la responsabilité pour faute simple, donc négligence, maladresse, imprudence ou non-respect d'une obligation de sécurité. Encore une fois, ce n'est pas la situation la plus courante à laquelle vous serez exposé. Deuxième hypothèse, et c'est la situation la plus courante, c'est le dirigeant est à l'origine indirecte de la contamination, c'est-à-dire que du fait d'une faute dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement de l'activité de la structure, celui-ci a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation de la contamination. Ici, on n'est plus sur une faute simple, il faudra démontrer une faute qualifiée, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une faute d'une certaine gravité. Alors, le juge a prévu deux hypothèses pour les personnes physiques. C'est soit une faute caractérisée, qui est exposée à un danger, exposée autrui, à un danger grave que celui-ci ne pouvait ignorer. Donc, on voit bien qu'il y a des conditions quand même. Il ne s'agit pas uniquement de démontrer une faute caractérisée, il faut aussi que la personne soit pertinemment et clairement au courant du risque qu'il fait peser sur les personnes victimes. Et puis, la deuxième possibilité, c'est la violation délibérée à une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Donc là aussi, on voit bien qu'il y a des conditions. Violation délibérée à une obligation particulière de sécurité. Très clairement, pendant l'état d'urgence sanitaire, il y a eu certaines mesures de confinement. Voilà, pour exemple, une obligation particulière de sécurité expressément prévue par un texte, en l'espèce une loi. En revanche, ne constitue pas une obligation particulière de prudence prévue par un texte toutes les fiches pratiques qui ont été éditées par le ministère du Travail et qui ne sont que des recommandations pour permettre justement à chaque établissement en fonction de sa branche d'activité de mettre en œuvre une organisation efficiente pour lutter contre un risque de contamination. Voilà, pour simplifier les deux risques auxquels sont exposés un dirigeant en cas de mise en jeu de sa responsabilité pénale, d'où l'importance bien évidemment de se protéger contre, encore une fois, cette mise en jeu de responsabilité pénale. Alors, je vais quand même vous donner un exemple concernant la faute caractérisée, parce que c'est vrai que parfois on peut avoir du mal à cerner ce que peut être cette notion. Là encore, au travers une décision qui a été rendue à la suite d'un incendie qui a provoqué, dans une maison de retraite, qui a provoqué le décès de deux résidents par asphyxie. Il s'avère que l'enquête pénale démontrera que l'incendie a été d'une part provoqué par un résident qui était pyromane et qui fumait dans sa chambre. Deuxièmement, l'enquête révélera également que l'asphyxie a été provoquée par un dysfonctionnement de la bouche d'extraction des fumées, et que ce dysfonctionnement était un dysfonctionnement récurrent qui avait déjà donné lieu à des réparations, mais qui avait été vaine avant la survenance de l'incendie.
Et puis troisièmement, l'enquête a révélé également que les différentes réunions annuelles et triennales en matière de sécurité incendie n'avaient pas été organisées dans l'établissement. Ces différentes négligences, ce cumul de négligences, ont amené le juge pénal à considérer que la directrice avait commis une faute caractérisée et que celle-ci a engagé sa responsabilité pénale. Elle a été condamnée de mémoire à une amende. Voilà, ça vous donne un exemple de ce que peut être en droit pénal une faute qualifiée en matière d'homicide involontaire ou de façon plus générale d'infraction involontaire. Très bien. La prochaine question, Jean-Yves, qu'on pourrait se poser, c'est concrètement, est-ce que le juge pénal doit-il prendre en compte, doit-il ou peut-il prendre en compte les moyens dont disposent finalement les dirigeants de nos structures? Alors, effectivement, c'est une condition qui a été rappelée d'ailleurs dans la loi qui a prorogé l'état d'urgence sanitaire au travers un article qui a été rajouté dans le Code de la santé publique. Mais le juge doit effectivement prendre en considération non seulement les moyens, mais aussi il doit vérifier que le dirigeant finalement a accompli ce qu'on appelle les diligences normales en fonction de ses compétences, de ses missions et de ses fonctions. Et si le juge constate que le dirigeant n'a pas justement accompli ses diligences normales, alors il considérera qu'il y a une faute pénale et que celle-ci entraîne une responsabilité pénale. Alors, encore une fois, c'est une approche qui doit être effectuée de façon concrète par le juge et celui-ci doit bien évidemment tenir compte de la situation et notamment de toute la difficulté que les dirigeants ont pu rencontrer lors de la gestion de cette crise, notamment en matière d'approvisionnement de masques ou autres informations aussi qui n'étaient pas toujours suffisamment claires, de sorte que les dirigeants pouvaient parfois être un petit peu dans le flou. Mais très clairement, le juge doit tenir compte des fonctions et des missions du dirigeant et doit vérifier que celui-ci a accompli les diligences normales ou pas pour entraîner sa condamnation. Si je reprends d'ailleurs les deux exemples que je vous ai donnés précédemment, et notamment celui du centre hospitalier, la Cour a très clairement indiqué que cela faisait partie on va dire des missions classique et d'un réflexe, on va dire, classique de la part du directeur que d'aller vérifier que cette porte était correctement condamnée, d'autant plus que celle-ci était la seule voie d'accès pour le chantier. Donc voilà, concrètement, ce qu'on peut être amené à dire sur la définition de ce qu'on entend par diligence normale. Alors, important à partir de là, notamment, encore une fois, compte tenu des difficultés d'information et notamment aussi de difficultés d'approvisionnement que vous avez pu peut-être rencontrer dans le cadre de votre activité, important de tracer toutes les démarches que vous avez pu effectuer, non seulement pour vous approvisionner en matière de produits, que ce soit les masques ou de gel de se nettoyer les mains pour éviter la contamination, mais aussi toutes les démarches qui ont pu être effectuées pour garantir le respect des gestes barrières au sein des établissements, en ce qui concerne vos salariés. Très bien. Du coup, on a vu la partie responsabilité pénale. On va passer au point suivant qui est la deuxième mise en cause, la responsabilité civile, avec une question effectivement également sous le même format. Le dirigeant peut-il engager sa responsabilité personnelle en cas de dommage finalement à un résident? Alors, le principe en matière de responsabilité civile, c'est avant tout la structure qui est responsable des actes commis par ses représentants ou aussi ses salariés. En clair, la structure est responsable des fautes commises par son personnel. Et cette responsabilité, c'est une responsabilité pour faute, là encore, alors faute contractuelle en matière d'établissement privé,
ou faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service en ce qui concerne les établissements publics. J'ajoute que l'appréciation de cette faute sera fonction de la victime et plus particulièrement du degré d'autonomie de la victime. Plus la victime sera autonome et moins l'exigence en matière de faute de la part du juge sera importante. Pardon pour la liaison. Néanmoins, il y a des exceptions au principe de la responsabilité de la personne morale dans deux hypothèses. La première, c'est la réalisation, la commission par un dirigeant d'une faute séparable ou faute inexcusable, on dit en droit. En clair, une faute lourde de la part du dirigeant. Et puis, il y a un deuxième cas qui semble apparaître aujourd'hui, qui a été, en tout cas, dont on a pu le constater au travers deux décisions qui ont été rendues par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, à la suite de fautes pénales commises par deux dirigeants. La Cour de cassation a très clairement indiqué qu'il n'était pas nécessaire de vérifier si ceux-ci avaient commis en plus une faute séparable pour engager leur responsabilité personnelle. Le fait d'avoir commis une faute pénale était suffisant pour engager leur responsabilité personnelle. Donc aujourd'hui, on le voit bien, dans l'hypothèse d'une contamination, il faudra bien évidemment que pour engager sa responsabilité personnelle, un dirigeant ait préalablement été condamné pénalement. Donc là encore, ce sera quand même l'exception. Donc la prochaine question concerne plutôt la structure. Donc est-ce que la structure peut engager sa responsabilité finalement en tant qu'employeur? Alors, en théorie, oui. En théorie, oui, puisque je le rappelle, hein, l'employeur est redevable d'une obligation de sécurité et de santé, que ce soit la santé physique ou la santé psychique, à l'égard de ses salariés. Et de ce point de vue, il doit mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition, que ce soit en termes de prévention, de formation, d'information, pour garantir la sécurité de ses salariés. C'est une obligation de moyens, mais une obligation de moyens renforcés. Et à défaut, effectivement, l'employeur peut engager sa responsabilité pour faute inexcusable ou accident de service, maladie professionnelle en ce qui concerne le droit administratif. Pour autant, cette reconnaissance de la responsabilité d'un employeur, elle suppose certaines conditions. Et là encore, la première condition, ce sera que la contamination soit reconnue en maladie professionnelle. Alors, lorsqu'on a affaire à un décès ou lorsqu'on a une IPP supérieure ou égale à 25%, la maladie professionnelle peut être reconnue, mais ça suppose là aussi, hein, comme je le disais en introduction, que l'on démontre le lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle, donc l'imputabilité en fait. Alors, petite précision sur ce point, c'est vrai que le ministre du Travail a annoncé qu'en ce qui concerne le personnel soignant qui ont pu être atteints par le Covid-19, ces personnes bénéficieront du régime de maladie professionnelle. Il semblerait, hein, enfin c'est même sûr, hein, l'information est toute récente puisqu'elle a été donnée hier, mais le gouvernement envisage également d'étendre cette reconnaissance de maladie professionnelle aux personnes dites de seconde ligne qui sont intervenues durant la crise et qui ont continué à mener leur activité sur site. Donc, une extension, si je puis dire, de la reconnaissance de maladie professionnelle à une autre catégorie de personnes. Deuxième condition, bien évidemment, il faudra démontrer, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, que celui-ci, malgré la conscience qu'il pouvait avoir du danger, n'a pas pris toutes les mesures ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de ses salariés. Alors, on le sait aujourd'hui, hein, encore une fois, le ministère du Travail a établi un certain nombre de fiches pratiques pour aider justement les employeurs à mettre en œuvre les mesures barrières. Normalement, si ces mesures barrières ont été suivies et si elles ont été adaptées à la situation, le risque finalement reste cependant limité. Mais il faut toujours être très prudent, hein,
surtout en matière de droit. C'est avant tout le juge qui apprécie en fonction des circonstances la situation et qui peut ou pas retenir la responsabilité de l'employeur. Alors, quand on parle de risque, il y a finalement un document qui revient. Ce document, c'est le DERP, le document d'évaluation des risques professionnels. Du coup, l'employeur est-il tenu d'actualiser ce document? Les structures ont une obligation effectivement d'avoir ce document, mais bien souvent, eh bien, on l'a mis de côté et aujourd'hui, la question revient effectivement sur la table par rapport à l'actualisation. Donc, est-ce une obligation pour l'employeur, Jean-Yves, d'actualiser son document unique d'évaluation des risques professionnels? Alors oui, effectivement, la réponse a été donnée durant cette période de confinement par le tribunal judiciaire de Paris à l'occasion d'une requête qui avait été déposée par un syndicat à l'encontre d'une grande entreprise publique. Justement, cette entreprise publique avait considéré que la priorité durant le confinement, c'était bien évidemment de mettre en place une organisation adaptée pour protéger ses salariés, donc de mettre en place les mesures barrières en fonction des différentes fonctions des salariés. Bien évidemment, on ne pourra pas lui reprocher. Et de ce fait, cette entreprise avait mis de côté, considérant qu'elle actualiserait dans un second temps son document unique. Le tribunal judiciaire a enjoint l'entreprise à mettre à jour son document unique en rappelant que ce n'est pas parce qu'il y avait la crise sanitaire qu'à partir de là, l'employeur était dispensé de mettre à jour son document unique. Bien au contraire, il devait profiter de cette situation pour l'actualiser en fonction du nouveau risque qui était celui du Covid-19. Donc, important, encore une fois, d'actualiser votre document unique. Et puis, le tribunal est venu préciser également un autre point, qui va de soi. Il est important d'adapter vos mesures à la situation en fonction des missions des salariés. En clair, on ne peut pas se satisfaire de paraphraser les différentes recommandations qui peuvent être données par le gouvernement dans le cadre des différents spots publicitaires ou autres informations, on va dire, classiques et générales données par le gouvernement. Donc, important d'adapter ces mesures à la situation et plus particulièrement aux missions du salarié. Alors, à ce propos, bonjour à tous. Donc, c'est Pascal Moore. Donc, j'interviendrai pour les questions. Donc, vous avez un certain nombre à intervenir sur les questions. Donc, on fera le point enfin. Juste par rapport au document unique, cet après-midi à 14 h, on fait d'ailleurs une réunion sur l'actualisation du document unique au niveau des structures qui dépendent de la convention collective à l'ISA. Dans l'Assemblée, il y a un certain nombre de centres sociaux de MJC. Je pense que les MJC pourront être concernés aussi. Donc, vous pouvez vous inscrire encore pour ce webinaire qui aura lieu donc à 14 h. Merci Pascal. Donc la prochaine étape, c'est effectivement pour finalement les couvertures, puisque pour se prémunir voilà, en cas de problème, en cas de mise en cause, quelle couverture, quel type de garantie dois-je avoir pour ma structure, pour moi en tant que dirigeant, pour les dirigeants, puisque je pense que ce sera important de faire un focus sur qu'est-ce qu'un dirigeant aujourd'hui. Donc Jean-Yves, si tu veux bien nous faire un petit topo sur les principaux contrats finalement à mettre en œuvre pour être sûr d'être bien couvert. Alors, bien sûr, pas de souci. En premier lieu, c'est d'abord le contrat de responsabilité de la structure. Les contrats à la SMAC, un partenariat avec Quorum, sont des contrats qui, notamment au niveau de la responsabilité de l'association, sont des contrats qui étendent la qualité d'assuré à non seulement la structure, personne morale, mais aussi ses différents acteurs et notamment les dirigeants. Donc, en cas de mise en cause de leur responsabilité, que ce soit celle de la structure,
ou encore celle des dirigeants à la suite d'un accident corporel, hein, donc comprenez bien en cas de contamination, le contrat RC de la structure pourra être mobilisé non seulement pour accompagner la structure et les dirigeants et assurer leur défense pénale, hein, donc en clair, prendre en charge les frais d'avocat, enfin désigner un avocat et puis prendre en charge les honoraires et de façon plus générale les frais de justice, mais aussi, bien évidemment, ce contrat aura pour vocation de couvrir les éventuels dommages et intérêts auxquels la structure pourrait être amenée à être condamnée en cas de reconnaissance de sa responsabilité. Je précise une chose, en ce qui concerne les amendes, bien évidemment, les contrats d'assurance n'ont pas vocation à couvrir les amendes. Celle-ci est personnelle et la loi interdit expressément aux contrats d'assurance de couvrir les amendes. Donc, ce premier contrat, bien évidemment, est important parce qu'il permet, encore une fois, de couvrir aussi bien l'association que le dirigeant. Deuxième contrat qui peut être mobilisé, c'est le contrat de la responsabilité personnelle du dirigeant. Alors, je rappelle, hein, ce contrat a pour vocation première de garantir le dirigeant en cas de faute financière, faute de gestion entraînant un dommage financier à l'association ou à un tiers. Il n'a pas vocation à couvrir, encore une fois, les dommages corporels, puisque comme je viens de l'expliquer, c'est le contrat RC de l'association qui prend le relais à ce niveau-là. Pour autant, le contrat RC du dirigeant comporte un certain nombre de garanties qui sont tout à fait intéressantes pour faire face à cette gestion de crise, à supposer bien évidemment que vous soyez mis en cause. Première garantie qui est importante, c'est l'information juridique. Vous bénéficiez au travers de ce contrat en tant que dirigeant de la possibilité de contacter nos services pour bénéficier d'une information juridique sur une question liée à votre activité et pourquoi pas au risque en cas de mise en jeu de responsabilité pénale. Deuxième garantie qui est importante, c'est une garantie protection juridique employeur qui ici va bénéficier non seulement aux dirigeants mais aussi à la personne morale. On pourrait imaginer par exemple, hein, ça aurait pu se produire pendant le confinement, un litige avec un salarié qui exercerait son droit de retrait, qui refuserait d'aller sur son lieu de travail. Et puis, il y a deux autres garanties hein, qui sont importantes. La première, c'est la gestion de crise. Je le disais en introduction, hein, la médiatisation de plus en plus importante, les réseaux sociaux. Lorsque vous êtes mis en cause dans le cadre d'une éventuelle contamination, il est évident qu'il peut y avoir parfois des difficultés à gérer la situation et la SMACL, au travers les contrats hein, proposés avec Quorum, dispose d'un partenaire avec lequel nous travaillons pour justement vous accompagner pour gérer la situation de crise. Et puis enfin, il peut y avoir aussi besoin tout simplement d'une assistance psychologique parce que vous avez été marqué dans le cadre d'une éventuelle contamination par les faits et les conséquences des faits. Voilà un petit peu pour résumer. Hein. Alors après, d'autres garanties pourraient éventuellement être mobilisées en fonction du contexte. Hein. Il faudrait bien évidemment vérifier en fonction des circonstances. Mais voici les principales garanties qui sont susceptibles de s'appliquer dans ce genre de situation. Donc, principale garantie, effectivement, responsabilité civile. La RC, bien entendu, de l'association, la responsabilité civile des dirigeants. Donc, je rappelle quand même que c'est très important, hein, les dirigeants de droit et de fait sont couverts par ce type de contrat ou doivent être couverts. Et puis, nous pouvons aller plus loin, effectivement, comme le disait Jean-Yves, eh bien avec une gamme de produits d'assurance, finalement, que vous avez aujourd'hui, notamment tout ce qui est, vous le voyez très facilement grâce à ces pictogrammes qui reflètent tout à fait ce qui se trouve derrière, notamment tout ce qui est protection des biens, donc l'assurance de vos locaux, tout ce qui touche à l'assurance de personnes, donc les individuels accidents, les véhicules, que ce soit les véhicules des associations, mais également les véhicules de vos collaborateurs, donc la couverture des collaborateurs qui utilisent leur véhicule personnel
à des fins professionnelles. Donc ça aussi, je pense que c'est intéressant et important d'avoir une information dessus. Bien entendu, en cette période, bien tout ce qui touche à l'annulation de manifestations, donc avec la protection, ce qu'on appelle nous la protection financière, et ce qui vient compléter tout à fait la responsabilité civile, eh bien c'est la protection juridique ou de l'information juridique en fonction des contrats. Donc voilà une gamme complète, je dirais, de produits que le partenaire aujourd'hui, Forum SMACL, est en mesure de vous proposer. Nous avons fait le tour, donc nous avons tenu le timing puisque le but était de tenir 45 minutes de présentation et de se laisser un temps pour les questions-réponses. Donc on va passer la main à Pascal par rapport aux différentes questions qu'il a recensées et qui sont arrivées donc sur le petit encadré sur votre écran. Oui, merci Miguel, merci Jean-Yves. Je pense que ça a été assez clair. D'ailleurs, il y a des questions qui reviennent, qui peuvent se regrouper. C'est vrai que toute la crise a créé des craintes, des peurs, et effectivement, aujourd'hui, à partir du moment où le déconfinement est lancé et les ouvertures au public sont lancées, un certain nombre de personnes qui assistent au webinaire s'inquiètent un petit peu de savoir à quel niveau de responsabilité ils peuvent être aujourd'hui mis en accusation, si j'ose dire. Alors, au niveau des questions, je commencerai presque par la dernière. Est-ce qu'on a des situations aujourd'hui concrètes de cas, en particulier, on m'a cité le cas des EHPAD. Est-ce qu'aujourd'hui, des dirigeants d'EHPAD ont été attaqués par rapport à la crise du Covid, par rapport à des décès ou par rapport à leur responsabilité? Est-ce qu'aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de nos dirigeants politiques, mais est-ce que c'est commencé à descendre au niveau des dirigeants, effectivement, d'établissements? Alors, il y a eu un certain nombre de plaintes, on l'a lu au travers la presse, qui ont été déposées contre des EHPAD pour notamment, effectivement, soit homicide involontaire, soit mise en danger de la vie d'autrui. Ce que je peux dire, c'est que nous, à notre niveau SMAC, puisque nous assurons également des EHPAD, nous n'avons pas enregistré à ce jour de déclaration concernant d'éventuelles mises en cause. Et puis, bien évidemment, il est trop tôt aujourd'hui pour savoir quelle issue sera donnée à ces différentes plaintes, puisqu'on n'en est qu'au début. Mais oui, bien sûr, il y a eu des plaintes qui ont été déposées par des personnes qui ont perdu un proche qui était effectivement placé auprès des EHPAD. Alors, au-delà des situations qui vont malheureusement arriver certainement dans les semaines à venir, on me pose la question, est-ce qu'il y a un barème d'indemnisation en cas de contamination ou de décès? Parce qu'on s'inquiète effectivement de savoir si ce que ça peut coûter. Et est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un barème qui permettrait de dire qu'est-ce que coûte un décès, entre guillemets, et qu'est-ce que coûte une contamination? Alors c'est compliqué comme ça de répondre. Il y a effectivement, on va dire, des critères qui sont pris en considération par le juge pour aller indemniser une famille qui aurait perdu un proche, un parent ou un grand-parent. En fonction, ces critères, c'est bien évidemment en fonction de la constitution de la famille, du nombre d'enfants, de petits-enfants, etc. Mais après, il est évident que l'indemnisation sera différente selon qu'on a affaire à une personne qui est décédée et qui était seule, ou au contraire à une personne qui avait une famille ou qui comporte des séquelles avec des aggravations plus ou moins importantes. Donc c'est difficile de répondre à cette question. Ça dépendra bien évidemment de la situation de la victime et de sa famille. Alors, autre question sur la particularité de nos adhérents, c'est-à-dire les associations. On me pose la question, quelle différence faites-vous entre organes délibérants et dirigeantes? Voilà, parce aujourd'hui, tout à l'heure, tu as parlé de structures dirigeantes, mais quand on a un conseil d'administration avec des bénévoles qui prennent des décisions, qui peut être attaqué? Est-ce que ça peut être les bénévoles, le président de l'association ou plutôt le dirigeant effectif?
Alors, qu'on s'entende bien, lorsque je parle de faute d'organes délibérants ou représentants, et je vais parler de faute simple, hein, l'idée derrière, c'est encore une fois de reconnaître la responsabilité pénale de la structure et non pas la responsabilité pénale du dirigeant. Hein. La responsabilité pénale du dirigeant, c'est ce que j'ai expliqué par la suite, lorsque celui-ci a commis une faute caractérisée. Donc ensuite, pour répondre à la question, en ce qui concerne la responsabilité pénale de la structure, dès l'instant où celle-ci a été commise par un dirigeant de droit, hein, donc c'est ça un petit peu, hein, les organes délibérants, c'est avant tout les dirigeants de droit, mais il peut y avoir aussi des représentants. Les représentants, ben, ça peut être tout simplement la personne qui a bénéficié d'une délégation de pouvoir. Et à ce titre, la jurisprudence considère effectivement qu'une faute qui a été commise par une personne qui a bénéficié d'une délégation de pouvoir et qui serait donc plutôt représentant, peut engager la responsabilité pénale de la structure. Après, en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes physiques, là, j'ai envie de dire, dès l'instant où cette personne a commis une faute caractérisée ou une violation délibérée du fait de ses compétences et qui a contribué à la réalisation du dommage, cette personne pourrait être poursuivie. Donc ça peut être n'importe quel dirigeant, hein, quelque part. Mais il faudra néanmoins que celui-ci ait eu un rôle actif, si je puis dire, dans la réalisation indirecte de la contamination. Alors, autre question qui est toujours tournée vers qui est responsable quelque part, par rapport tu as parlé tout à l'heure des bâtiments. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une responsabilité du propriétaire du bâtiment ou du locataire à qui la faute peut être attribuée? En matière de contamination, Par rapport à un incendie, comme tu l'as cité tout à l'heure, est-ce que la responsabilité du propriétaire et du locataire est la même? Alors, je pense que c'est en fonction de la faute qui est commise. alors, Voilà. d'accord. Alors, de façon plus générale, j'ai envie de dire tout simplement, le propriétaire a des obligations, le locataire a également des obligations. Donc, l'un et l'autre peuvent voir leur responsabilité engagée en cas de dommages occasionnés en matière d'incendie. Alors, bien évidemment, le locataire, il a une responsabilité propre à l'égard du propriétaire pour les dommages qu'il pourrait occasionner au bâtiment qu'il loue, hein, et notamment en matière d'incendie, de la même façon que le propriétaire est garant aussi et a certaines obligations à l'égard de ses locataires et donc peut engager sa responsabilité en cas de dommages subis par le locataire du bâtiment. Donc de ce point de vue-là, les responsabilités, elles peuvent être partagées, hein, bien évidemment, en matière on s'entend bien, on ne parle plus là de la contamination du Covid-19, mais en matière de dommages occasionnés en cas d'incendie. Alors, Est-ce que autre j'ai question. répondu? Oui, ça, je pense. Oui, Ouais. c'est bon. Autre question qui est justement liée au Covid. Comment peut-on prouver que quelqu'un, voilà, à partir du moment où on a un espace ouvert au public, qui va prouver que c'est par cet espace ouvert au public que la personne a attrapé le Covid? Voilà. La personne circule. On a aujourd'hui des réouvertures de lieux, par exemple dans des MJC. Qu'est-ce qui peut prouver que c'est la MJC qui est responsable alors que la personne a circulé dans bien d'autres endroits? C'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté, encore une fois, parce que dès l'instant où la personne aura pu être en contact avec d'autres personnes au préalable, effectivement, il n'est pas certain que celle-ci ait été contaminée alors qu'elle est entrée dans les bâtiments de la MJC, hein, pour répondre à la question. Donc, très clairement, ça sera toute la difficulté dans le cadre d'une éventuelle plainte, hein, au pénal ou tout simplement dans le cadre d'une mise en jeu de la responsabilité, d'aller démontrer que la contamination est bien survenue au sein de la structure. Et en plus, encore une fois, j'insiste là-dessus, ce n'est pas uniquement démontrer que la personne a été contaminée alors qu'elle bénéficiait de l'activité de la structure, hein, donc y compris qu'elle pouvait être au sein de la structure, mais aussi que cette contamination résulte d'une faute qui a été commise par la structure. Donc en clair, le non-respect, par exemple, des gestes barrières ou en tout cas l'insuffisance de précautions prises pour éviter toute contamination. Donc c'est en ce sens d'ailleurs que certaines personnes
ont pu dire hein, que le risque finalement était limité. Il faut toujours faire attention, mais c'est vrai qu'une des difficultés particulières, notamment en milieu ouvert, ce sera de remonter quelque part, hein, de reconstituer la chaîne de contamination pour s'assurer de l'origine de cette contamination et donc de la responsabilité éventuelle ou non de la structure. Alors là, pour le coup, c'est une question personnelle. La notion d'état d'urgence, est-ce qu'elle rentre en ligne de compte pour la prise en compte de la responsabilité? Que le fait qu'on soit encore en état d'urgence aujourd'hui jusqu'au mi-juillet, grosso modo, il y aura un avant et un après. Une fois qu'on sera plus en état d'urgence, les responsabilités ne seront plus les mêmes. En tout cas, il est clair qu'à un moment, il y avait une situation d'urgence avec des informations qui n'étaient pas celles qu'on a aujourd'hui. Hein, parce bien évidemment, plus on avance dans cette crise et plus on dispose d'informations plus fiables, on va dire, sur ce virus, même si je ne suis pas médecin, hein, bien évidemment, là-dessus. Mais voilà, donc forcément, l'appréciation des responsabilités et des obligations pourrait ne pas être la même. Hein. Néanmoins, bon, il y a quand même un assouplissement des règles aujourd'hui. Ça ne veut pas dire pour autant, à mon sens, que les structures doivent finalement revenir comme avant, si je puis m'exprimer ainsi, et donc éliminer toute précaution, bien au contraire. Même si on est, on va dire, en bonne voie par rapport à la gestion de cette crise et que les mesures de confinement aujourd'hui sont levées. Pour autant, ça n'empêche pas de prendre toute précaution parce que le virus n'est pas très loin. On le voit bien d'ailleurs hein, dans d'autres endroits, et notamment en Chine, il y a une reprise de cette épidémie. Voilà, donc 2-3 dernières questions, et puis pour les questions on n'aura pas répondu, on essaiera de faire une réponse orale qu'on vous enverra. Aussi, c'est sur le protocole. J'ai 2-3 questions sur le protocole sanitaire. Est-ce qu'on peut le mettre en annexe du ERP? Et puis une autre question qui reprend ça. Voilà. Qui est responsable de la mise en place du protocole? Voilà. Quand une association est accueillie dans un service municipal, qui est responsable du protocole mis en place? Oui, quand il y a un lieu où il y a plusieurs associations, c'est le cas des maisons des associations, qui est responsable de la mise en place du protocole. Ouais. Ah, vous me revoyez? Oui, j'ai eu un petit souci. Tu veux que je répète la question? Non, c'est que mon écran est bloqué. Je ne sais pas si vous avez la même difficulté. Vous m'entendez? Donc il n'y a pas de souci, on t'entend, c'est l'essentiel. D'accord. Bon, moi, je ne vous vois plus bouger, en tout cas, ni moi d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Alors, je pense que l'obligation, quelque part, elle est à deux niveaux. Il y a déjà l'association à l'égard de ses membres, des personnes qu'elle va accueillir. L'association doit être attentive au respect des mesures barrières de la part des personnes qu'elle pourrait recevoir. Et puis, j'ai envie de dire, c'est aussi quelque part, alors je ne sais pas, alors en l'espèce, ce sont des locaux qui sont mis à disposition par la collectivité, par une municipalité, mais bien évidemment, la collectivité, elle aussi, hein, puisqu'on est dans ces bâtiments, doit s'assurer que les, les règles on va dire, de barrières sont respectées. Donc, à mon sens, c'est quand même les deux hein, qui doivent être attentives au respect de ces gestes barrières, parce que, encore une fois, derrière, il pourrait y avoir une contamination et une recherche de leur responsabilité. Je ne sais pas en l'espèce qui nettoie les locaux, par exemple, mais voilà, ça peut être aussi une question à se poser sur qui doit entretenir normalement ses propriétaires, mais ça peut être aussi effectivement la personne qui s'est vue mettre à disposition la salle. Donc les deux, à mon sens, doivent être attentifs, mais c'est avant tout l'association qui reçoit et qui mène son activité qui doit garantir le respect des gestes barrières. Voilà, je pense qu'on a à peu près terminé. Alors j'avais peut-être une dernière sur l'obligation de prudence, justement. Il y a des recommandations émanant de la DGCS. Est-ce que ces obligations de prudence et puis tout ce qu'on voit aujourd'hui évoluer dans le temps, est-ce que le fait de ne pas l'appliquer est une faute ou pas? Alors quelles sont ces Essentiellement, obligations voilà. de Donc c'est vrai prudence? Est-ce qu'on qu'il y peut a avoir des un petit obligations de prudence, donc il y a tout un protocole, là aussi on revient sur ça,
à respecter. Si la structure ne respecte pas la totalité du protocole, est-ce que cette obligation de prudence et qui n'est pas respectée peut être une faute? Encore une fois, je rappelle, hein, le cadre de la responsabilité pénale d'un dirigeant, c'est la faute caractérisée, donc une faute d'une certaine gravité, mais à partir de là, le juge, lui, va prendre les éléments dont il dispose pour justement vérifier si le dirigeant ou la structure ont pris les dispositions qui s'imposaient en matière de sécurité, tout simplement, hein. Et à partir de là, ça peut être un élément pris en considération. Maintenant, il faudrait voir effectivement si, en l'espèce, ce protocole a une valeur normative ou pas. Là, j'avoue que l'animation est revenue. J'avoue qu'il faudrait un petit peu avoir un peu plus de précision sur ce protocole. Voilà, mais, alors, dernière question, justement, n'est-il pas trop tard? Voilà, est-ce qu'une ERC dirigeante souscrite aujourd'hui serait-elle opérante ou l'assureur considérait que le risque était antérieur à la souscription? Donc, c'est vrai que je pense que on Alors, ne c'est connaît vrai pas que tous nos contrats, et c'est vrai qu'il y a peut-être des petits astérisques qui font que il y a des risques qui ne sont pas couverts. Est-ce qu'on peut faire du rétroactif ou pas? Est-ce qu'il est encore suffisamment tôt aujourd'hui pour couvrir des risques qui arriveraient demain mais qui sont nés antérieurement? alors, en matière de responsabilité, ce qui importe, c'est la réclamation. Donc, j'ai envie de dire, si la personne qui pose la question, pour l'instant, n'a fait l'objet d'aucune action en responsabilité, elle a la possibilité, bien évidemment, de souscrire le contrat pour se couvrir pour les éventuelles réclamations qui pourraient survenir à l'avenir à la suite d'une contamination qui entraînerait une recherche de sa responsabilité. Mais c'est vrai que normalement, un contrat d'assurance ne peut pas être rétroactif, hein. On doit, si, si le litige ou la mise en cause était déjà établie avant la souscription du contrat, il n'y a plus d'aléa, hein, ce qu'on dit en droit des assurances, et logiquement, le contrat souscrit ensuite ne pourra pas couvrir ce type de situation. Donc, s'il n'y a pas eu de mise en cause, hein, et si c'est pour se prémunir pour l'avenir, il n'y a pas de souci, même si la crise sanitaire est derrière nous, dès l'instant où il n'y a pas eu de mise en cause, le contrat peut être mobilisé. Voilà, dernière question, là pour le coup, puisque j'ai posé la question tout à l'heure, mais je n'ai pas allé jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut mettre le protocole à l'annexe du document unique ou pas? Est-ce que c'est utile de le faire? Parce que le document unique en soi, c'est un document officiel. Est-ce que le fait de mettre le protocole permet de se dire, on verra après l'actualisation du document unique? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile de le faire? Ce qui est surtout important, c'est encore une fois d'établir dans ce document unique les mesures adaptées à la situation du salarié, aux missions du salarié, pour bien démontrer qu'on a pris en considération sa sécurité et qu'on a adapté les mesures afin de garantir sa sécurité. Donc moi, je serais tenté de dire qu'il faut avant tout que ça soit clairement inscrit dans le document unique. Et le simple fait de l'annexer à son document unique peut entraîner une difficulté parce que pour peu que ça ne soit pas totalement adapté à la situation des différentes fonctions, ben, ça risque d'être insuffisant. Donc il faut faire attention et je serais plutôt d'avis de dire qu'il faut plutôt prendre le temps d'actualiser réellement et d'inscrire les différentes mesures dans son document unique plutôt que de l'annexer. Hein, encore une fois, le tribunal judiciaire a bien dit que paraphraser les mesures établies dans les différentes notes et annexes établies par le ministère était insuffisant dès l'instant où chaque situation salariale peut être une situation particulière et nécessiter de mettre en place en face des mesures particulières. Donc moi, je serais plutôt d'avis de l'inscrire réellement plutôt que de l'annexer à son document unique. Voilà, je pense. Bon, il nous reste 2-3 questions, mais on y répondra directement aux personnes. On mettra en communauté effectivement les réponses à ces questions. Pour rebondir sur le document unique, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a donc
un webinaire donc à 14 heures. Vous pouvez encore, alors je ne sais pas si vous pouvez encore vous inscrire, mais en tout cas, c'est sur le site quorum.cides.fr. Vous pouvez aller voir, en tout cas, il y aura le webinaire qui sera en replay aussi, comme celui qui maintenant, on va dire. Et puis, on mettra en annexe du webinaire d'aujourd'hui les réponses aux questions qui n'ont pas pu être répondues. Un petit mot Alors, de voilà, petite précision, effectivement, Pascal, sur le webinaire de cet après-midi, spécifique document unique, alors avec un focus sur la petite enfance. Faut le préciser quand même, néanmoins, voilà, le document unique reste le document unique, donc le document officiel. Et ensuite, effectivement, voilà, nous avons, je pense aujourd'hui, suffisamment d'outils pour vous accompagner sur ce sujet, que ce soit au travers de CIDES, donc avec des guides méthodaux. Nous avons également sur ces sujets-là des clubs prévention dans différentes régions. Donc c'est aussi important de le souligner. Sur le document unique, n'hésitez pas à nous solliciter, puisque voilà, même au niveau de la SMAC, un logiciel pour le rédiger, et, le faire vivre, etc. Donc suffisamment d'outils pour vous accompagner sur le sujet. Et puis le mot de la fin, pour aller plus loin, eh bien, tout simplement, vous dire que nous sommes effectivement à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes, éventuellement des questions qui n'auraient pas pu être posées aujourd'hui. Nous sommes également en mesure, eh bien, comme on vous l'a montré tout à l'heure, de vous accompagner sur toute une gamme de produits qui couvrent la totalité de vos biens, de vos véhicules, etc. Donc là aussi, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez mes coordonnées sur le support. N'hésitez pas également, si vous le souhaitez, bien entendu, à contacter vos interlocuteurs Quorum de proximité, puisque Quorum est réparti sur l'ensemble des régions au niveau national. Et puis, bien entendu, ce support vous sera transmis et sera à disposition sur le site de Quorum CIDES. Vous pouvez sans aucun problème relayer, voire revisionner ce webinaire. Donc, le webinaire de cet après-midi, on en a parlé. Et puis, un deuxième webinaire qui va arriver très prochainement, semaine prochaine, concernant la partie épargne retraite. Et là, un webinaire spécifique sur les indemnités de fin de carrière. Donc là, webinaire qui aura lieu le 23 juin. Donc pareil, pour vous inscrire sur le site de Quorum CIDES. Je me joins à mes collègues pour vous remercier de votre présence. J'espère que ce webinaire vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question complémentaire. Et puis, vu l'heure, je vais vous souhaiter, il me reste à vous souhaiter un bon appétit et puis à très bientôt. Et merci d'avoir suivi le webinaire. Merci, au revoir. Merci, au revoir.